Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les gens pêchent depuis au moins 40 000 ans, ce qui est une longue période, et les gens continuent à pratiquer cet ancien passe-temps. La principale différence, c'est qu'ils ne pêchent pas parce que leur vie en dépende, ils pêchent parce que c'est amusant. C'est encore mieux quand on ajoute une caméra dans le mélange pour obtenir de superbes vidéos comme celle-ci. Des créatures se comportent de manière étrange, la nature étant trop extra pour les mots. Des gens qui remontent des mystères des profondeurs au bout de leur canne à pêche. Bien que la pêche exige beaucoup de patience, on ne s'ennuie jamais. Voici 13 moments où le pêcheur capture ce que personne n'était censé voir. Numéro 13. Attraper du thon à la maldivienne. La ligne polonaise fait référence à une ancienne méthode de pêche artisanale qui fournit environ 10% des conserves de thon dans le monde, principalement dans le Pacifique central et occidental, et des Maldives dans l'océan Indien. C'est la méthode maldivienne, c'est mieux pour vous, pour le thon et pour notre précieuse planète. C'est aussi un sport super excitant à regarder parce que le thon est gros et ultra rapide. Et comme les pêcheurs à la canne et au lion attrapent un seul thon à la fois et le tirent sur le bateau tout de suite, il y a peu de chances d'accrocher les requins involontaires, les tortues de mer et oiseaux marins plongeurs. Sur les 7 espèces de thon commercialement importantes, ces pêcheurs capturent principalement la bonite à ventre rayé et un peu de germon, qui ont tous deux des stocks largement sains. C'est la méthode la plus durable pour capturer les thons les plus durables. En plus d'être très populaire dans les restaurants du monde entier, le thon en conserve est un aliment de base dans le garde-manger de nombreuses personnes. Les Américains et les Européens achètent plus de conserves de poissons que n'importe qui d'autre, près d'1 million de tonnes en 2018. Numéro 12, poisson whisky. La vidéo d'un pêcheur qui a trouvé une bouteille de whisky non ouverte à l'intérieur d'un poisson en le découpant en filets sur une table est devenue virale. Nous pouvons porter un toast à cette vidéo, qui montre les pêcheurs sur un bateau en train de fileter le poisson, pendant que les autres pêcheurs le regardent. C'est plutôt normal au début, le pêcheur coupe le poisson, mais les choses prennent un tournant, quand il sent quelque chose à l'intérieur et ouvre l'estomac du poisson. Une bouteille de whisky Fireball à la cannelle a glissé de l'intérieur. Le pêcheur ravi, on peut l'entendre dire jackpot. Le lieu où la vidéo a été tournée est cependant inconnu. La vidéo a instantanément attiré l'attention des internautes avec des millions de vues. Alors que beaucoup pensent que la bouteille a été introduite dans le poisson par les pêcheurs, d'autres ont exprimé leur inquiétude sur le problème majeur de la pollution des masses d'eau, qui a été responsable de la perte de la vie marine à l'heure actuelle. Avec la quantité de plastique et d'autres matériaux dans nos océans, il n'est pas surprenant que les animaux avalent des objets non biodégradables. Mais en attendant, il n'y a pas grand chose d'autre à faire ici, à part prendre quelques verres à shot et partager avec vos amis pêcheurs. Numéro 11, serpent sur le pont. Avez-vous déjà vu un serpent dans l'océan ? Vous êtes-vous déjà demandé comment ces serpents différaient de ceux que l'on trouve sur Terre ? Ces animaux étonnants divertissent les plongeurs à travers l'océan Indo-Pacifique. Depuis des années, bien avant que les serpents de mer deviennent le sujet de messages post-viral populaires. Mais ne faites pas d'erreur, les serpents de mer ont des dents de devant et sont très venimeux. Un pli dans les gencives d'un serpent de mer cache les crochets et les crocs qui sortent rapidement lors de la morsure. Les crocs sont fragiles et peuvent se briser et rester dans les plaies des victimes. Pour contrer le problème de la faiblesse des crocs, les serpents de mer ont un venin puissant qui peut facilement paralyser, tuer et commencer le processus digestif du poisson qu'ils ciblent. Tout tourne autour de la queue alors qu'il n'est pas pratique d'analyser l'ADN de chaque créature ressemblant à un serpent que vous rencontrez. Un moyen facile d'identifier les serpents de mer de leurs cousins terrestres est par leur queue en forme de pagaie. Leur queue plate aide les serpents de mer à se propulser eux-mêmes gracieusement à travers l'eau. Mais ces appendices rendent ces serpents légèrement plus maladroits sur la terre. Manifestement, ce pêcheur les connaît bien. Les serpents de mer ne sont généralement pas agressifs. Les attaques sur les humains sont extrêmement rares. Les morsures se produisent principalement aux pêcheurs qui tentent d'enlever les serpents furtifs de leur filet. Numéro 10, buffet de l'otarie. Les pêcheurs le décrivent comme un buffet océanique flash mob, un essaim soudain d'otarie, qui s'abat sur les bateaux commerciaux lorsqu'ils remontent leur prise de hareng. Un bateau commercial pose son filet et le tire comme un sac à main. Les lions de mer sautent ou glissent sur le filet pour se gaver de proies captives. Alors que le filet se rapproche du navire, lorsque le hareng est pompé sur le pont, les lions de mer glissent sur le filet. Les pêcheurs ne sont naturellement pas heureux de voir tant de prédateurs dans leur filet dévorant une partie des prises, et pensent généralement qu'il y a trop d'animaux dans les eaux locales. Mais ils ont appris à vivre avec les mammifères marins, et quand l'un d'eux se prend occasionnellement les dents dans la ligne, il est sorti en toute sécurité en ajustant le filet ou en arrosant l'animal avec un tuyau. Certains pêcheurs frappaient l'acier du bateau avec un marteau pour tenter d'effrayer les otaries. Certaines otaries se retrouvent également dans le filet lorsque les prises lourdes entraînent le haut du filet sous la surface. Un grand nombre d'entre elles patrouillent également à l'extérieur. Les otaries migrent vers les eaux canadiennes par milliers de l'automne au printemps, avant de retourner dans les aires de reproduction en Californie du Sud et à Baja México, mais ils doivent manger. Numéro 9, caché dans le sable. La zone intertidale de la plage sablonneuse et ses habitants animaux sont incroyablement dynamiques.
Si vous creusez dans le sable humide et trouvez des crabes de sable, ne vous attendez pas à les retrouver au même endroit quelques heures plus tard. Les poissons et les calamars d'un autre côté, on dirait qu'ils sont restés coincés. La marée est descendue, mais c'est le risque quand vous vivez sur ou près de la plage. Ces créatures changent de cachette, passant de submergées à marée haute et exposées au sec à marée basse, à des conditions sèches pendant la marée basse. Un changement radical d'habitat sur une courte période de temps. Ce qui est différent sur la plage, c'est que beaucoup des animaux qui y vivent se déplacent constamment pour suivre la marée, de la marée montante et descendante. Une variété de crustacés y compris les crabes de sable, les roly-poly et les sauterelles de plage, les coléoptères, les vers de sang et les palourdes, tous se déplacent de haut en bas de la plage selon le niveau de l'eau. Le mode de vie nomade fait de la gestion de l'écosystème un défi unique. Mais ce gars avec sa fidèle pelle sait qu'une petite enquête et quelques fouilles peuvent potentiellement sauver un poisson ou deux. C'est aussi un moyen assez facile de chasser pour votre propre dîner. Cachés sous le sable dans des terriers temporaires ou nichés dans le sable des radeaux de Varèche. Les animaux vivant sur le sable et associés à différentes parties de la plage changent constamment de position avec la marée. Numéro 8, le piège en bambou. La pratique ancienne de la pêche a pris de nombreuses formes et parfois les fournitures les plus élémentaires peuvent être faites de poissons. Regardez ce que font ces astucieux pour mener le poisson directement dans leur piège. La vidéo montre chaque étape, des pousses de bambou qui sont disposées dans la boue, reliant l'eau peu profonde à un trou le long du rivage, et avec un peu d'appât, généralement un jaune d'œuf ou de la nourriture pourrie, les poissons chassent littéralement l'odeur à travers les bambous et éclaboussent le dîner qui a été pris. Les poissons crabes et anguilles ont des millions d'années d'évolution, donc trouver des trous dans la banque est parfaitement naturel, et les utilisent pour se cacher, ce qui entraîne moins de morts, donc ils cherchent les trous surtout avec l'odeur de la proie. Les pièges, vous pouvez les disposer de manière créative, auxquels vous pouvez penser, et les poissons font le reste du travail pour vous. Ces petites créatures nagent, sautent et rampent le long du bambou, et plop, votre seau se remplit tout simplement. Leur habitat n'est jamais confiné à un seul endroit. Ces créatures peuvent se déplacer dans n'importe quelle direction sur la plage, pour suivre les changements de la largeur de la plage et des conditions. Mais vous pouvez installer ce piège en bambou n'importe où. Il existe 2 points de repère sur la plage, à savoir la ligne de marée haute et la nappe phréatique. L'affleurement de la nappe phréatique peut vous aider à localiser un bon endroit pour piéger les poissons. Numéro 7, chercher du poisson. C'est un sale boulot, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Regardez ces petits enfants qui pêchent à la main pendant que le fermier laboure son champ. C'est beaucoup de boue dans laquelle il faut se salir, mais ils adorent ça. On dirait qu'ils chassent l'escalade et le poisson serpent de cuivre. La perche grimpante est originaire d'Asie, où elle se trouve de l'Inde vers l'Est jusqu'à la Chine, et jusqu'à la ligne Wallace. C'est une espèce envahissante qui peut vivre sans eau pendant 6 à 10 heures. Il est donc important que ces garçons en ramènent le plus possible. On pense que le poisson pourrait envahir de nouveaux territoires aussi. Il a aussi été établi dans certains pays en dehors de son aire de répartition d'origine, dans l'est de l'Indonésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette espèce atteint une longueur totale de 25 cm. Les têtes de serpents sont originaires de certaines régions d'Afrique et d'Asie. Ces poissons prédateurs allongés se distinguent par leurs longues nageoires dorsales, leur grande bouche et des dents brillantes. National Geographic a qualifié les têtes de serpents de poissonzilla, parce qu'ils peuvent devenir une espèce envahissante et causer des dommages écologiques, car dans de nombreuses régions, ils ne sont pas natifs. L'absence d'ennemis naturels leur donne le statut de prédateur apex. Non seulement ils peuvent respirer de l'air, mais ils peuvent aussi survivre sur Terre, jusqu'à 4 jours si elles sont mouillées, et sont connus pour migrer jusqu'à 400 mètres dans les zones humides. Numéro 6, tout le monde sur le pont. Saviez-vous que la pêche commerciale a un taux d'accident mortel 23 fois supérieur à celui des autres professions? Le naufrage des navires représente la moitié des accidents mortels. Une autre cause principale est le passage par-dessus bord. Mais compte tenu des conditions de travail intenses, ces deux choses semblent relativement faciles à faire. Une étude a révélé que 204 pêcheurs sont morts aux États-Unis entre 2000 et 2016. Près de 60% des chutes n'ont pas été témoins. Près de 90% des victimes n'ont jamais été retrouvées. Ce sont des chiffres inquiétants pour chaque décès. On pense qu'aucun des pêcheurs ne portait un vêtement de flottaison individuel. La bonne nouvelle sont les avancées technologiques qui ont rendu le gilet de sauvetage plus facile à porter et plus populaire auprès des pêcheurs. Mais l'étude estime que moins de 10% des pêcheurs commerciaux les portent. Pendant que vous traversez des tempêtes, comme celle-ci, portez un gilet de sauvetage et tenez-vous bien. Ces bateaux sont martelés par de mauvaises conditions météorologiques. C'est pourquoi la pêche commerciale reste l'un des emplois les plus dangereux au monde. Les gilets de sauvetage d'aujourd'hui ne sont pas les encombrants que la plupart des gens connaissent. Les nouveaux modèles sont plus légers et n'ont même pas l'impression de porter un gilet de sauvetage. C'est tout le monde sur le pont quand il y a des poissons et des crabes à attraper. Mauvais temps ou pas. Numéro 5, découverte de mammouth. Regardez ça, un pêcheur sibérien trouvant une défense de mammouth dans une rivière. Elle est probablement apparue du permafrost dégelé. Malheureusement, le changement climatique provoque le dégel du permafrost de la Sibérie. C'est un problème environnemental croissant émanant des gaz à effet de serre, endommageant les bâtiments et créant de vastes cratères dans le paysage. Mais le dégel de ce sol autrefois gelé révèle également un ancien trésor.
des os de mammouths laineux. La Sibérie est un gigantesque cimetière de mammouths et on estime que les restes de centaines de milliers de ces énormes mammouths sont enterrés dans le permafrost. C'est l'une des dernières grandes étendues sauvages du monde. Mais sa grandeur est en train d'être pillée pour un trésor inhabituel, par une entreprise souterraine qui est en plein essor. Chaque année, des équipes de personnes se rendent dans la région pour déterrer les défenses des mammouths laineux, qui gisent gelés dans le permafrost. C'est un sale boulot et ces gens ont envie de le faire. Mais les gains sont énormes, ils vendent les défenses de mammouths pour d'énormes profits, et c'est la ruée vers l'or de la Sibérie non pas en métaux précieux comme les diamants et l'or, mais en partie du corps et ossements. Une relique de défense intacte peut se vendre pour 34 000 $ et plus. Les chasseurs de défense peuvent gagner jusqu'à 100 000 $ par semaine. Numéro 4, sous la glace. Cette vidéo est apparue en ligne et des millions de personnes l'ont vue, et en ont discuté et l'ont décodée. La plongée sous la glace et la Finlande ne sont pas une blague. Le film entier a été tourné à l'envers, le caméraman était dans l'eau à l'envers, les pêcheurs étaient dans l'eau à l'envers. Ils n'étaient pas debout sur le fond glacé du lac, ils étaient suspendus sous la surface du lac. Un peu comme ça. La plongée sous glace est comme une forme avancée de plongée technique qui se déroule dans des situations où la surface de l'eau dans laquelle vous plongez a gelé solidement. À cause de cela, la plongée sous glace a lieu dans un endroit avec un plafond gelé qui vous empêche de remonter à la surface. Au cas où vous manqueriez d'air ou si une autre forme d'urgence se présente, c'est donc à la fois excitant pour certains plongeurs sous-marins et plus dangereux que la plongée récréative moyenne. Les plongeurs ont même des outils et une brouette pour ajouter à l'effet. Mais c'est une forme avancée de plongée qui ne devrait pas être entreprise sans une formation adéquate et être certifiée par des instructeurs expérimentés qui vous donnera l'occasion d'en savoir plus sur ce qui pourrait mal tourner, afin d'éviter d'avoir à l'essayer par un bon contrôle de la flottabilité. C'est une nécessité lorsque vous êtes à l'envers comme ces plongeurs. Numéro 3, vidéo d'un requin-baleine, aspirant un poisson à pas par un trou dans un filet de pêche géant. Et la séquence a été filmée dans le paysage marin de Bird's Head, une zone marine de plus de 180 000 km² en Indonésie. Les requins-baleines sont les plus grands poissons du monde, mais ne vous y trompez pas, ce ne sont pas des baleines, ce sont des requins. Ils ont beaucoup de choses en commun avec les baleines. Par exemple, ils sont massifs et ils se nourrissent plus comme des puits qu'un requin typique. Le filtreur se nourrit généralement de plancton microscopique. Il le fait en aspirant une grande quantité d'eau de l'océan dans sa bouche, comme un aspirateur. Il relâche l'eau à travers ses branchies comme une passoire, mais ce requin-baleine a envie d'autre chose dans ce clip. C'est la preuve que les requins-baleines mangent aussi des petits poissons et qu'ils peuvent apprendre. Cependant, ce comportement alimentaire est très inhabituel. Ces requins-baleines ont aussi été habitués à être nourris à la main par les pêcheurs, et semblent être non migrateurs, ce qui est unique puisque les requins-baleines parcourent généralement de grandes distances. Leur tête est aplatie et possède un museau émoussé au-dessus de la bouche. Leur dos et les côtés sont gris à brun avec des taches blanches et des rayures pâles. Le ventre est blanc. Chaque requin-baleine a un motif, son propre motif de tache, un peu comme les empreintes digitales des humains. Numéro 2, une pieuvre qui s'échappe d'un yacht. Il faut que vous voyez ça, une pieuvre s'échappe de ce bateau en Croatie. Il se faufile lentement le long du pont jusqu'à ce qu'elle finisse par tomber dans l'eau et nager. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé à quel point la pieuvre est intelligente? Il s'avère que le cerveau de cette créature non seulement fait d'elle l'invertébré le plus intelligent du monde, mais selon certains aussi intelligent qu'un Golden Retriever. Curieusement, le philosophe Aristote pensait que les pieuvres étaient stupides. Dans son histoire des animaux écrite en 350 avant Jésus-Christ, le philosophe grec a écrit que la pieuvre est un animal stupide car elle va s'approcher de la main d'un homme, si elle est abaissée dans l'eau. Mais il est soigneux et économe dans ses habitudes, c'est-à-dire qu'elle fait des réserves dans son nid et après avoir mangé tout ce qui est mangeable, il éjecte les coquilles et les enveloppes des crabes, et les coquillages et les squelettes des petits poissons. Mais avouons-le, il avait tort à propos de ces petits génies. Ces céphalopodes bizarres et très intelligents semblent incarner tout ce qui est effrayant et mystérieux de la mer. L'idée de leur corps mou et spongieux se cache dans les zones sombres de l'océan et a inspiré des monstres comme le kraken. Cependant, la pieuvre au gros cerveau peut naviguer dans des labyrinthes, résoudre des problèmes et souvenir des solutions et démonter des objets pour s'amuser. Ils ont même des personnalités distinctes comme cette petite pieuvre soleil. Numéro 1, la pêche aux échasses. La pêche aux échasses est une méthode de pêche propre à l'île pays, le Sri Lanka, situé au large des côtes de l'Inde dans l'océan Indien. Les pêcheurs s'assoient sur une barre transversale appelée péta, attachée à une perche verticale et enfoncée dans le sable, à quelques mètres au large de cette position élevée. Le pêcheur lance sa ligne et attend qu'un poisson se présente pour être attrapé. Bien que l'approche semble primitive et ancienne, la pêche sur échasse est en fait une tradition récente. La pratique aurait commencé pendant la Seconde Guerre mondiale, comme la plupart des traditions. Elle est née par nécessité avec l'afflux de troupes britanniques pendant la guerre. La demande de nourriture et la surpêche qui s'en est suivie ont forcé de nombreux pêcheurs sri-lankais à abandonner les lieux de pêche traditionnels. Établi de longue date, cela a conduit à la pratique du perchage sur des éléments existants dans les lignes d'eau tels que des gros rochers, des navires coulés et dans certains cas des avions à mairie. De nouveaux lieux de pêche souhaitables situés ailleurs ont fait réfléchir les pêcheurs. Très vite, ils ont commencé à ériger des pilotis directement sur les récifs coralliens pour se procurer les meilleurs spots de pêche possibles.
Malgré une condition physique exigeante, une force mentale et une grande patience, les pêcheurs de la côte de Galles utilisent cette technique depuis plus de 70 ans, sur 3 générations. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slash Kun, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu, et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.